Nous voici en direct de l'Université des maires de l'Ouest parisien avec Pierre Bédier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental des Yvelines. Vous êtes à une université des maires. Maire, c'est une fonction que vous avez exercée, que vous avez aimée, je suppose. Passionnément. Passionnément. Et justement, j'ai une question parce que on voit qu'il y a peut-être une sorte de malaise des maires. Alors je ne parle pas, c'est vrai qu'il y a eu les émeutes, il y a les incivilités, ça, c'est un fait. Mais je parle du rapport au fond des élus locaux et de l'État. On a l'impression qu'il y a une incompréhension, peut-être qui vient de l'État, peut-être qui vient du chef de l'État. Quelle est votre analyse là-dessus ? Je crois qu'il y a un double phénomène qui rend le quotidien des maires très différent de celui que j'ai connu. C'est que d'une part, les dotations d'État, c'est-à-dire que l'aide que l'État est censé apporter à chaque citoyen dans chaque commune est en chute libre, et ce depuis très longtemps maintenant, que en faisant cela, l'État n'a pas pour autant donné la liberté fiscale aux communes, il l'a au contraire amoindrie. Donc il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie puisqu'il n'y a plus, on le sait bien, la taxe d'habitation. Oui. Alors c'est très bien pour les gens qui ne la payent plus, mais c'est dramatique pour les services rendus dans les communes parce que où trouver l'argent? Si l'État ne paye pas dans les dotations et s'il décide par la loi de supprimer l'impôt qui était l'impôt principal, où trouver l'argent? Et donc les maires sont accablés par les soucis financiers. C'est faire le budget chaque année est un casse-tête renouvelé et c'est pour eux de plus en plus pénible. Vous ajoutez à ça que le lien avec le citoyen se distend un peu. Le citoyen se comporte de plus en plus en consommateur et de moins en citoyen. Vous connaissez la célèbre phrase de John Fitzgerald Kennedy, ne te demande pas ce qu'on peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour le pays. Oui. Il faudrait que les gens se demandent ce qu'ils peuvent faire pour leur commune. Le bénévolat qui chute, c'est forcément des gens qu'il faut recruter pour remplacer les bénévoles. Or, on a de l'argent en moins. Donc c'est cette double crise, me semble-t-il, que les maires ont à supporter et je les plains. Parce que l'époque que j'ai connue était bien plus heureuse. On parle depuis quelques années de la nécessité d'un choc de décentralisation. Il ne vient pas. Il est loin de venir, puisqu'on est en réalité et devant une recentralisation, mais avec un État qui n'a pas les moyens de cette recentralisation, ni les moyens financiers, ni les moyens humains, il n'a plus les compétences. Et souvent, c'est très frappant, quand j'entends le président de la République parler de décentralisation, en réalité, il parle de déconcentration. Déconcentration, ce qui n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La décentralisation, c'est confier aux élus locaux des responsabilités. La déconcentration, c'est confier à des responsables de l'État, dans les collectivités notamment, ou dans les départements, des pouvoirs supplémentaires. Or, à la limite, ça pourrait être une décision, mais l'État, dans les départements et dans les arrondissements, est de plus en plus faible et donc ils ne peuvent pas faire le travail qu'on leur demande. Est-ce que aussi dans une période où il y a de grands changements, par exemple la transition écologique qui est tout à fait nécessaire, mais où on voit qu'il y a quand même une complexité grandissante des textes, de l'administration, de la technocratie, ça ne complique pas aussi le rôle des élus ? Vous avez 1000 fois raison. C'est la célèbre phrase de Paul Valéry, tout ce qui est simple est faux, tout ce qui ne l'est pas est inutilisable. Et donc plus vous rajoutez des normes, plus vous rendez inutilisable l'action publique. D'autant que ces normes sont bien souvent contradictoires. Oui, absolument. Et donc devant les tribunaux, vous ne savez pas si ça va être pile ou si ça va être face. Oui, c'est ça. Donc, d'où la difficulté d'exercer ces fonctions. Alors, venons-en aux relations du département avec les communes. On dit souvent que le département, c'est le premier partenaire des communes. C'est une phrase que vous faites vôtre, évidemment. Totalement. C'est l'histoire des départements et des communes. C'est un mariage qui a 2 siècles. Lorsque la Révolution française transforme les paroisses en communes, elle décide aussi d'organiser le territoire avec des départements qui regroupent donc des communes qui sont des communes aisées ou des communes pauvres pour justement que ce département puisse prendre à ceux qui ont beaucoup pour donner un peu à ceux qui ont moins, pour assurer aussi la circulation entre les communes, la voirie départementale, etc. Et donc ce couple, depuis 2 siècles, fonctionne en harmonie. Pourquoi vouloir le remplacer? Je n'en vois pas très bien l'utilité. Et ensuite, c'est un couple qui a fait ses preuves, puisque partout où vous allez en France, vous voyez bien que si les communes ont les équipements qu'elles ont, des gymnases, des écoles, des stades, des mairies, c'est parce qu'il y a eu des subventions du département. Il est là pour jouer ce rôle. Le mot technocratique, c'est péréquation. En réalité, c'est égalité des chances. Il faut que dans chaque commune de France, on puisse avoir la même chose.
Justement, alors il y a un cadre contractuel qui lie le département et les communes. Je crois qu'entre 2017 et 2022, il y a eu 228 millions voilà, d'aides fournies par le département aux communes. Et là, il y a un nouveau cadre contractuel. Quels sont les grands domaines sur lesquels il porte? Alors, c'est toujours les mêmes domaines. On a essayé de simplifier les formalités administratives pour les maires, pour que justement on soit dans cette logique de leur rendre le meilleur service de la façon la plus simple qui soit. Donc il y a désormais 3 grandes catégories de contrats. La plus connue, c'est les contrats ruraux pour les mairies, les petites communes, pas forcément en taille, mais en nombre d'habitants. Il y a le contrat départemental et le contrat Yvelines Plus, et c'est à chaque fois selon les tranches de population. Mais on subventionne à peu près tous les sujets. Retenons 2 choses, si vous le voulez bien. La première, c'est que sur les 6 dernières années, nous avons multiplié par 4, donc depuis 2017 et jusqu'à 2022, on a multiplié par 4 les subventions aux communes. Oui. Donc c'est une aide considérable. Et je rappelle, 228 millions d'euros, c'est ça, hein? Exactement. Et la deuxième, c'est que l'avenir est moins souriant parce que nous traversons, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, une grave crise financière qui est liée à la crise de l'immobilier, à la crise du logement. Alors parlons-en de cette crise immobilière qui affecte la France de manière générale. Et alors, ça induit une baisse de vos revenus parce que vous prenez les droits de mutation, c'est-à-dire ce qu'on paye chez les notaires en gros, sont en baisse. Et je crois qu'il a été calculé, ce serait une baisse de 140 à 150 millions d'euros pour le département, c'est ça? Exactement. Donc ça ne dit pas forcément grand-chose, à part que c'est beaucoup d'argent, 140 ou 150 millions. Il faut savoir, premièrement, que les départements n'ont plus qu'un seul impôt, ce sont ces droits de mutation. On n'en a pas d'autre. D'accord. Donc quand cet impôt s'effondre, ce qui est le cas, puisque le marché des transactions immobilières s'effondre du fait de la hausse des taux d'intérêt et de la baisse, les gens n'achètent pas, et de la baisse des constructions neuves, tout ça fait qu'on va avoir probablement moins de 30% de ressources, donc 150 millions d'euros. Et soyons bien conscients que ces 150 millions d'euros s'appliquent, certes, sur un budget en apparence d'1 milliard d'euros, mais en réalité, il y a 700 millions qui sont des dépenses obligatoires. Toutes les dépenses sociales sont obligatoires. Elles n'ont pas baissé en plus, ces dépenses sociales, au vu de la crise. Et donc, c'est moins 150 millions rapportés sur les 300 millions d'euros que l'on distribue pour les communes, que l'on distribue pour les associations, que l'on distribue pour les politiques sportives et culturelles. Et c'est malheureusement ce qui fait le petit mieux, le petit plus de la vie. C'est là où on va être obligé de faire des économies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une mise en péril de certains investissements du département? Ça veut dire que le département subventionnera le temps de la crise un peu moins les communes, enfin beaucoup moins les communes, disons la vérité tout de suite, et que d'autre part, le département lui-même va différer un certain nombre d'investissements. J'avais pris l'engagement, au moment de la campagne électorale, de rénover 14 collèges dans les Yvelines, enfin construire ou rénover. Très probablement, on n'en fera que 10 et on reportera à la prochaine mandature les 4 autres, parce que je ne vois pas où on va trouver l'argent. Un mot, on en parlera peut-être avec Valérie Pécresse tout à l'heure. Il y a eu un accord entre la région et l'État sur les transports, enfin sur Île-de-France Mobilité. Le département a accepté d'augmenter sa contribution. Alors, nous avons eu un moment de tension avec Île-de-France Mobilité, donc avec la région, puisqu'on nous demandait d'augmenter de l'inflation plus 2% les dotations à Île-de-France Mobilité. C'est très complexe, le financement d'Île-de-France Mobilité. Retenons que les usagers payent avec le pass Navigo, que les entreprises cotisent au titre des salariés et que les départements, la ville de Paris et la région apportent aussi des subventions. On a fini par accepter puisque l'engagement pris par la région, c'est que cette augmentation n'ait lieu que jusqu'en 2028 et que ce ne soit que l'augmentation de l'inflation ensuite jusqu'en 2031. Ce que je crains, mais enfin, soyons pas que pessimistes, c'est que ces mesures ne suffisent pas, mais en l'état actuel, nous sommes d'accord pour signer un protocole avec la région Île-de-France et pour voter demain au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité cette clé de répartition des financements.
Un mot, alors peut-être plus positif. Il y a un stand du Conseil départemental sur les Jeux Olympiques. Je crois qu'il y a 14 épreuves aux Jeux Olympiques ou Paralympiques qui se tiendront dans les Yvelines. Évidemment, c'est un moment important pour, pour vous, pour les Yvelinois d'une façon générale. Là aussi, il y a des investissements qui sont nécessaires. Alors, le département n'est pour rien dans la venue des épreuves olympiques, puisqu'on n'est pas, Non, c'est Paris. on n'est pas partie prenante, exactement, c'est Paris et la Seine-Saint-Denis, mais le département a financé des infrastructures ou des aménagements qui ont rendu possible la tenue de ces épreuves dans les Yvelines. Le plus célèbre, le plus emblématique, c'est le vélodrome de Saint-Quentin-Yvelines, qui a été largement financé par le département. C'est la colline des Lancours où il y aura le VTT. On a aussi participé financement du golf national, le golf aura lieu là, et au château de Versailles, il y aura les épreuves équestres. On a financé, enfin cofinancé la démolition d'un moulin qui avait été construit dans la plaine de Versailles, qui était une horreur, et ça va permettre de retrouver la perspective royale du château, donc des images absolument sublimes, des images uniques, et puis nous avons aidé le château à redorer ses grilles, etc. Enfin, nous avons voulu participer parce que ça doit être la fête du sport, et ça doit être, là c'est pas l'Yvelinois qui parle, c'est le patriote, ça doit être l'occasion pour les Français de se retrouver et d'être fiers de leur pays. Montrons le meilleur de la France dans le monde entier, c'est ce que je souhaite à l'occasion de ces Jeux Olympiques. En tout cas, dans les Yvelines, c'est ce que nous ferons. Vous étiez la semaine dernière à l'inauguration de la Fondation Anne de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux. Hier, vous inauguriez le premier centre en France de paragolf. Là aussi, oui, l'inclusion justement des personnes en situation de handicap, c'est quelque chose que vous poursuivez depuis longtemps. C'est une mission qui nous est confiée par la loi, donc on se doit de l'assumer. Et en plus, c'est un combat. Et vous évoquez la Fondation Anne de Gaulle. Dans ma famille politique, donc, qui a été fondée par le général de Gaulle, peut-être que celles et ceux qui nous écoutent ne le savent pas, le général a eu 3 enfants, dont une petite fille qui est née trisomique. Et ça a été à la fois une grande joie et une grande souffrance, comme toujours, dans toutes ces familles qui sont frappées par le handicap d'un enfant. Madame de Gaulle, Yvonne de Gaulle, a créé avec le général en 1945, 3 semaines après la capitulation de l'Allemagne nazie. Oui, c'est dire si ça leur tenait à cœur. De Gaulle. Et donc c'est un grand sujet pour tous les départements, mais à Yvelines, la question du handicap est vraiment portée par la majorité départementale avec beaucoup de force. Et donc on essaye de mettre beaucoup d'humanité et beaucoup de moyens pour faire mieux, et en particulier par l'innovation. Alors il y a 2 étudiants de Sciences Po qui nous ont écoutés pendant cette discussion et qui vont vous poser une question. Paul, c'est à vous. Paul, qui est donc étudiant à Sciences Po Saint-Germain. Bonjour. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Bonjour. Alors ma question, elle portera sur la démocratie. Comment repenser la démocratie dans nos territoires ? Vous avez été maire, vous êtes président du département des Yvelines. On peut dire que vous êtes un élu de terrain. Alors comment on fait pour rendre nos institutions dynamiques et attractives dans un contexte de montée de l'abstention, notamment aux élections départementales? Comment on repense la démocratie sur les territoires? Belle question. Si j'avais la réponse, mon cher Paul, je serais candidat à l'élection présidentielle parce que je serais un type formidable. Donc je crois que on doit tous s'y mettre, pas simplement les élus, pas simplement par le vote de la loi. D'abord, je pense que par l'éducation, on doit rappeler, et dès le plus jeune âge, qu'on est d'abord des citoyens et que la citoyenneté, ça nécessite un engagement. Pas forcément comme à Valmy, où il fallait bouter les invasions étrangères hors de France, mais par la participation à la vie citoyenne. Et ensuite, du côté des élus, la loi nous y oblige souvent, il faut aller au-delà de la loi. Pour les élus locaux, c'est systématiquement par des réunions de quartier régulières, par les réunions légales, mais aussi extra-légales à faire sur tous les projets. Il faut participer, expliquer, faire la pédagogie des projets, faire la pédagogie des situations. On ne peut amener les gens à la citoyenneté que pour autant qu'on fasse appel à leur intelligence. Mais il faut que cette intelligence, il y ait une petite étincelle qui ait été faite à l'origine. Et je crois beaucoup à la valeur de l'école. Je pense que quand la République se fonde et donc la citoyenneté émerge,
c'est aussi le moment où on se pose la question de l'éducation, ce qui est devenu l'éducation nationale aujourd'hui. À l'époque, pardon, c'était l'instruction publique. Donc c'est ce duo éducation-participation qu'il faut mettre en œuvre, et tous, pas simplement les élus. N'attendons pas que ça tombe toujours du ciel. C'est peut-être un défaut français, ça. On attend toujours d'en haut. Il faut aussi qu'en bas, on se bouge. Merci Paul. Merci beaucoup. Cyril. Voilà. Cyril également étudiant à Sciences Po Saint-Germain. Bonjour. Qui est une très belle école, Sciences Po Saint-Germain, dont les bâtiments appartiennent au conseil départemental. Et le conseil départemental fait tout ce qu'il faut, je l'espère, en tout cas ils vont nous le dire s'ils sont pas, pour que les élèves puissent étudier dans les meilleures conditions. En tout cas, on est très fiers d'avoir le Sciences Po de Saint-Germain dans les Yvelines. Vous êtes content des locaux, Cyril? On est très content aussi, je vous remercie pour cette opportunité, bien évidemment. Et donc ma question en fait va être centrée sur le fait que tout à l'heure on a pu assister à la remise du prix interdépartemental d'innovation urbaine. Et en fait on a vu des projets assez formidables sur le thème de l'agriculture urbaine, de la construction, avec de différents projets centrés sur la problématique de l'environnement, de l'énergie. Donc ma question va être la suivante. Quel intérêt, quel rôle joue le département, et surtout comment soutenez-vous les projets urbains lancés par des communes, par des collectivités, particulièrement quand ces mêmes projets ont à cœur de s'attaquer à des problématiques de développement durable? Et donc, voilà, quel rôle, selon vous, joue le département dans ce nouveau projet urbain? Alors, tous les projets que vous avez vus, les communes n'étaient pas en situation de pouvoir les financer toutes seules. Donc, il fallait des subventions départementales. Et systématiquement, je parle pour les Yvelines, tous les projets désormais doivent avoir une connotation développement durable pour pouvoir aspirer à une subvention. C'est l'innovation qui nous sortira de la crise climatique. On l'a créée. Le génie humain a créé cette crise climatique puisqu'elle est le résultat du processus industriel de ce qu'on appelle le monde développé. Il faut que maintenant, cette même intelligence nous aide à sortir de cette crise. Autrement, le drame est devant nous. Merci Cyril, merci Pierre Bénier et bonnes universités. Merci cher Patrice, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'occasion de cette université. Et je dois dire que vous avez aujourd'hui un costume absolument extraordinaire. J'ai l'impression d'être en plein été grâce à vous et pas simplement grâce au réchauffement climatique. Merci beaucoup.